C'est le Franc-Tugais Mag. Bonjour, bonjour, hola, bon dia, boa tarde à tous et à todos. C'est le Franc-Tugais Mag. C'est le retour après 2 semaines de pause. 2 semaines de pause un peu pour mon plus grand bonheur, qui se sont bien passées. Mais je pensais que ça durerait 1 semaine. Mais finalement 2 semaines. En tout cas, je suis très content. Je suis dans un lieu que vous avez tâché de deviner. Je vous laisse arriver tranquillement. C'est le numéro 40 du Franc-Tugais Mag. Je suis déjà avec mon invité qui est là, qui est installé, qui a bien voulu m'accueillir et je remercie de tout mon cœur parce que il connaît un peu l'histoire. On est dans un lieu pour ce Franc-Tugais Mag numéro 40. Vous savez, vous êtes déjà 10 en direct. Coucou, hola, bon dia, boa tarde. N'hésitez pas à nous dire si vous entendez bien et surtout si vous nous voyez bien. Mais je pense que normalement, vous voyez bien et vous entendez bien. On a fait les tests et surtout, on a une très belle lumière aujourd'hui et je suis très heureux et même, je veux dire, intimidé, impressionné même parce que je suis dans un endroit que vous connaissez, que tout le monde connaît et qui nous a tous fait rêver, je pense, dès l'enfance. Qu'en penses-tu, Patrick? Je donne un indice. Patrick, il s'appelle. Ah, bah voilà, il y a Marie-Jo Vicente, elle a deviné tout de suite. Bonjour Patrick. Bonjour, boa tarde a todos et puis parabéns parce que tu es l'heureux papa d'un petit Hugo, c'est ce que tu viens me dire, donc voilà. De ma part et de la part de toute la Tour Eiffel, on te souhaite plein de bonheur. Obrigado. Ben voilà, je suis avec Patrick Branco Ruivo, directeur général de la SET, Société d'exploitation de la Tour Eiffel. C'est bien ça? C'est tout à fait. Voilà, donc la société d'exploitation de la Tour Eiffel, c'est 400 personnes qui travaillent pour la Tour Eiffel, puisque nous, on est ouvert tous les jours, sauf le 14 juillet pour le feu d'artifice. Et puis on a, avec tous les autres qui travaillent dans les boutiques, les restaurants, le nettoyage, la sécurité, en tout on est 1000 personnes. Voilà. Bah d'ailleurs, vous allez voir passer des personnes derrière nous parce que on est en direct de la Tour Eiffel. Aujourd'hui, je réalise un rêve et ça me fait repenser à quelque chose que j'ai vu de toi dans une de tes interviews. Tu me dis si je me trompe, je me demande si c'était pas avec Pascal Boniface. Tu avais dit croire en sa bonne étoile et avoir des rêves. Bien sûr, c'est important de rêver. Moi, depuis tout petit, j'ai rêvé, d'avoir une place dans la société. Et j'ai grandi à Meaux. Mais j'adorais Paris, moi. Voilà, donc je voulais venir vivre à Paris. Alors, il y avait le film La Boum à l'époque. Et donc, je voulais vivre à Paris, venir étudier à Paris. Alors, ça n'a pas été possible, mais après, quand je suis venu étudier à Paris, pour mes études supérieures, là, j'ai pu accomplir mon rêve. Voilà. Et puis, oui, la Tour Eiffel, c'est Paris, c'est la France. Donc, j'étais content de pouvoir accomplir mon rêve. C'est important d'accomplir ses rêves. Il y a Anna Douzy qui le confirme. Oh là, Anna, il faut rêver. Bah oui, c'est vrai. Moi, on a parlé un peu en off pour préparer l'émission. Je t'ai aussi un peu raconté mes rêves. Et moi, quand j'avais fait des recherches sur toi et que tu me racontes après tout ça, on va développer et raconter tout ça, ce parcours. Mais on va aussi dire que podemos falar e vamos falar bocadinho em português. Se quiseres, podemos falar em português, com prazer. Parce que Patrick, qui est le directeur général de la Tour Eiffel, a des origines, a un lien très fort avec le Portugal, puisque papa et maman sont d'origine portugaise. Exactement, les deux sont arrivés avec un peu de décalage. Mon papa en 59, et puis ma maman en 62. Voilà, et puis moi je suis arrivé un peu plus tard. Mais voilà, donc moi je vais toujours au Portugal. On a une maison de famille au Portugal. Je suis très fier d'être portugais et français, les deux. Et donc ça, c'est cette richesse que moi je cultive régulièrement en me rendant au Portugal. N'hésitez pas à poser vos questions parce que, en fait, Patrick, vous l'avez peut-être vu. Moi, je me souviens que la première fois que je t'ai vu, ça devait être on venait d'emménager dans notre nouvel appartement avec ma chérie. Elle était enceinte, c'était le soir pour une interview sur la reprise de l'ouverture de la Tour Eiffel suite au Covid. Ouais. Et c'est là où on a vu s'afficher en bas le nom, ton nom d'origine portugaise. Et ma chérie qui a grandi dans ce quartier, qui a grandi avec la Tour Eiffel, qui s'est occupée du manège qui est en bas, au pied de la Tour Eiffel, pour gagner des sous pendant les vacances. Quand on a découvert que c'était un enfant de l'immigration portugaise qui chapeautait un peu toute cette structure, on s'est dit waouh, c'est beau, et on s'est tout de suite posé la question, mais comment on devient directeur général de la Tour Eiffel, et on va parler de tout ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous le dire, mais moi j'aimerais que tu nous dises cette histoire dès l'enfance, tu disais un ambassadeur.
Ouais, moi très très vite, moi j'adorais voyager, j'adorais les étés aller au Portugal et gostava muito de ir a Portugal. C'était systématique tous les étés? Ouais, pas tous les étés parce que mes parents des fois il y avait des années où il y avait un peu moins de sous. Donc mais on m'envoyait chez ma tante et du coup moi je partais tous les ans au Portugal. Un mois ou deux? Alors ça dépendait. Quand je partais avec mes parents c'était un mois, quand je partais chez ma tante c'était 2 mois. Donc j'aimais bien aller aussi voir ma tante parce j'allais là-bas et donc elle était du côté de Lisbonne. Mais nous, quand on allait en vacances avec mes parents, on allait no Alentejo. Moi, je suis do Baixo Alentejo, das Minas de São Domingos. S'il y a des gens d'Alentejo, dites-le nous, mettez-le nous en commentaire. Si ça se trouve, vous êtes pas très loin. Voilà, et puis et on allait souvent dans l'Algarve, qui est une région que tu connais bien, et on allait à Praia Verde, ouais, à côté de Monte Gordo. Ah, Praia Verde, je la connais pas, que de nom, mais je suis jamais allé celle-ci. Voilà. Et ça a changé depuis, mais c'était très beau. Donc moi, j'ai des très très bons souvenirs d'enfance au Portugal. Et puis du coup, voilà, cet attachement avec le Portugal, c'est mes parents, c'est les voyages. Et puis de la découverte de ce beau pays, de la gastronomie qui est extraordinaire. Un jour, il faudra que je fasse une émission en direct d'un restaurant portugais. J'ai ma petite idée. Tiens, je vais poser la question. Ponto Final, ça vous dit quelque chose? Tu en as entendu parler? On m'en a parlé récemment. C'est marrant parce que on m'en a parlé vraiment très récemment. Je rêve de faire un Frantuguais Mag là-bas. D'accord, très bien. Alors, si vous êtes en direct, vous pouvez faire des petites recherches à droite à gauche. Si vous connaissez le propriétaire, le directeur, je rêve de faire un Frantuguais Mag là-bas et vous comprendrez pourquoi. Ponto Final. Je vois qu'il y a Anna qui est de Setúbal, Palmela, et nous, on a une maison de famille à Fernão-Ferro. Donc, on est voisins. Et j'aime beaucoup ce coin aussi du sud de Lisbonne et j'aime bien aller m'y reposer. Du coup, tu dis que le portugais a toujours été présent. Et toi, en plus, on a fait aussi une force puisque tu as utilisé, on en parlait tout à l'heure, comme langue vivante aussi pour aller passer tous tes examens, tous tes diplômes. Et tu as été loin, tu as fait pas mal d'études. Ouais, en fait, moi, j'ai toujours fait une force de mes origines. Et du portugais, c'était pour moi très important. Et du coup, voilà, c'est comment on fait une force de ce qu'on est. Et donc, j'ai toujours aimé... parler portugais, lire en portugais. Je lisais beaucoup. Alors moi, je lisais plutôt la presse. J'aimais bien, j'ai toujours beaucoup lu. C'est ce que tu me disais tout à l'heure, la presse, même politique. Ouais, la presse politique, Sábado, l'hebdomadaire portugais. Je le lis depuis. Quand je vais au Portugal, je le lis. Ou Público. C'est le journal que j'aime bien. À Borla? À Borla, moins en fait. C'était mon préféré. Mes frères et mes parents, ils lisaient à Borla. Mais moi, j'étais plutôt sur des trucs un peu plus sérieux. Même s'il faut s'amuser, voilà, le sport c'est important. Mais moi, je suis pas très foot en fait. Voilà. Ah, tu n'as pas de club? Alors, quand il y a le Portugal et la France qui jouent l'un contre l'autre, je suis toujours pour le Portugal. Voilà. Tu as ton maillot? Donc là, les Racines. Alors, j'ai eu un maillot, mais je l'ai offert. J'ai plus de maillot. Donc là, il faut que je m'en fasse un. Bon, si quelqu'un nous entend, si quelqu'un nous écoute, je sais qu'il y a pas mal de gens qui ont le maillot. S'il y en a un qui traîne, qui en plus, taille M, c'est ça? Taille M, exact. Non, mais je vais directement à la Tour Eiffel, avec une spéciale dédicace. Voilà. Est-ce que du coup, ce portugais que tu vivais en été, que tu vivais ici, c'est ce qui t'a aussi, cette langue, donné peut-être aussi le goût de partir à la découverte du monde, parce que Patrick, en découvrant un peu ton parcours, tu as aussi une formation de professeur avant tout. Ouais. Et tu as été prof, et tu as notamment été enseigné à Athènes. Ouais, moi j'ai été prof, et c'est vrai que le portugais, ça m'a donné envie d'apprendre d'autres langues étrangères en fait. Donc j'ai commencé par le portugais avec mes parents, et puis après, j'ai tout de suite compris que l'anglais, ça allait être une langue importante à parler. Donc voilà, j'ai appris à parler l'anglais, j'ai une bonne oreille, je pense, pour apprendre les langues. Et ensuite, quand j'ai eu mon concours pour être professeur, j'ai été nommé à Athènes pendant 2 ans. Et donc là, j'ai même appris un peu le grec. Alors, j'ai beaucoup oublié, mais quand j'ai des touristes grecs à la Tour Eiffel, j'aime bien aller leur parler. J'aime bien aller parler avec les Brésiliens ou les Portugais que je vois. Quand j'entends un peu parler portugais, je m'arrête et je vais les saluer. Alors, mais ça, c'est un truc que j'ai remarqué qui est assez incroyable. Et je trouve que c'est pas toujours commun pour un dirigeant, on va dire, d'une très grande structure, d'une grande entité. Tu dis bonjour à tout le monde. Ouais, bien sûr. C'est important d'abord de dire. Je trouve ça rare. Ouais, de dire bonjour, de serrer les mains des gens et d'être dans la proximité avec ses équipes. Et en fait, moi, j'apprends avec le terrain.
Et c'est quand on comprend comment fonctionne le terrain que on peut réfléchir sur la stratégie de l'entreprise. Et ça, vraiment, j'insiste parce qu'on a dû croiser sur le tour qu'on a fait, je dirais, entre 30, 40, 50 personnes. Tu as dit bonjour à tout le monde. De la femme de ménage, quel que soit le poste, le costume, pas costume, tu as dit bonjour à tout le monde. Je te suivais, c'était incroyable. Ouais, J'ai pas toujours vu ça. En fait, dans la vie, moi je dis toujours qu'il faut savoir donner et recevoir. Et donc, que ça soit en amitié, en amour, dans toutes les relations, ça fait partie de... Voilà, donc moi je donne beaucoup et je reçois beaucoup aussi. Donc c'est ça qui fait que dans la vie on s'enrichit aussi. Si on reste dans son coin, voilà. Et moi c'est vrai que je vais facilement vers les gens. Donc c'est la chance aussi qu'on m'a donnée, c'est sans doute mon éducation. Après avoir été prof donc Athènes, si vous avez des questions, on suit aussi les commentaires, n'hésitez pas. Il y a Anna qui est enthousiasmée par ce French Game Mag, merci de nous suivre. N'hésitez pas aussi à nous dire dans quel pays vous êtes, à mettre votre ville et à partager pour que l'émission continue à grandir. De plus en plus, vous êtes nombreux à la suivre, à la partager. Au dernier épisode, on était donc du coup en Chine, on était au Vietnam. Bon c'est juste génial. Et moi, c'est quelque chose que j'ai aussi appris à l'école, rêver. J'étais pas comme toi, j'étais pas mauvais. Moi, j'étais dans la. T'étais comme t'étais. J'étais dans la mesure. J'étais dans l'économie peut-être un peu à l'école, mais par contre, moi, je l'ai raconté plusieurs fois, ce qui me plaisait à l'école, moi, c'était les livres. Et moi, c'est ce qui m'a donné envie de voyager aussi, l'école. C'est pour ça, quand tu parles de l'école, après, de par ton parcours, être devenu prof aussi, transmettre, donner, recevoir, moi aussi, je suis assez d'accord avec ça. C'est pas parce que j'ai pas eu une super note, mais je pense que l'école, c'est important. Et moi, sur les échanges qu'on a eu, sur ce que j'ai pu lire pour toi, c'est aussi ça qu'on ressent. Tu as reçu du système éducatif français, de la France, et tu donnes aussi beaucoup, parce que comme tu aimes à le dire, tu es devenu un ambassadeur de la France de par le fait de diriger la Tour Eiffel. Bien sûr, symboliquement, je suis devenu un peu un ambassadeur. Et du coup, ce que je voulais faire quand j'étais petit. Donc voilà, moi je rêvais de voyager, je rêvais de Paris, du coup. Quand j'étais enfant, je rêvais de voyager. Et donc j'ai tout de suite compris qu'il fallait faire des études très jeune. Et du coup, j'ai tout de suite compris qu'il fallait vite parler l'anglais pour pouvoir voyager, parce que le français, j'ai vite compris que quand on est à l'étranger, ça va pas beaucoup aider. Le portugais aussi, mais du coup, voilà, moi j'ai vite appris l'anglais et j'ai vite voyagé. Moi, quand je suis dans un aéroport ou dans une gare pour partir, j'ai toujours la banane. Justement, j'avais lu, il y a combien de nationalités à la Tour Eiffel différentes? Il y a 32 nationalités qui travaillent à la Tour Eiffel. Il y a beaucoup de Portugais d'ailleurs, de luso-descendants qui travaillent. On en a croisé. S'ils nous regardent en direct, on les salue. Voilà, moi je les salue. Voilà. Mais on a beaucoup de nationalités différentes. Et ça, c'est une vraie richesse pour la Tour Eiffel, parce qu'on reçoit 80% de visiteurs étrangers. Et donc, il faut les accueillir le mieux possible. Et ça, c'est notre ambition. Tu me disais aujourd'hui, il y a plein de monde. Combien de personnes, dizaines de milliers de personnes? Alors aujourd'hui, on va recevoir à peu près 26 000 visiteurs qui vont monter à la Tour Eiffel. Donc ça veut dire qu'il va y en avoir 35 000 qui vont être en dessous, sur le parvis, pour prendre des photos. Et puis après, on en a les 3/4 au moins qui vont monter à la Tour Eiffel. Donc voilà, alors il faut le faire. Alors pour ceux qui veulent venir à la Tour Eiffel, il faut prendre un billet avant, si vous voulez pas attendre, parce qu'on dit toujours qu'à la Tour Eiffel, on attend beaucoup, etc. Mais si vous prenez votre billet avant, sur notre billetterie en ligne, vous pouvez monter très rapidement à la Tour Eiffel. La Tour Eiffel, moi je me souviens la toute première fois, j'étais petit, c'était à l'école. Est-ce que aussi quand tu étais petit, je sais pas quand est-ce que tu es venu, ça on n'en a pas parlé en off, mais entre la première fois où tu es venu, j'imagine petit, et la fois où tu es devenu donc nommé et tu es entré ici dans tes fonctions pour la première fois, qu'est-ce qui s'est passé? Tu t'as pensé quoi? Est-ce qu'il a fallu se poser un moment et se dire waouh? Enfin je sais pas, c'était comment? J'étais très heureux et très honoré, parce que quand on confie... donc la Tour Eiffel, elle appartient à la ville de Paris. Et quand la ville de Paris m'a proposé de prendre les rênes de la Tour Eiffel, j'étais très honoré. Et en même temps, c'est une vraie responsabilité. C'est des travaux à mener, des chantiers à mener, des équipes à diriger et à motiver. C'est derrière le fonctionnement de la Tour Eiffel, en fait, il y a une complexité que moi je dois gérer. Et là, c'est un vrai défi. Mais moi, je m'éclate dans mon travail.
Et voilà, c'est important de vraiment s'amuser. Est-ce que, à un moment ou à un autre dans ton parcours, il y a eu aussi une envie peut-être d'aller au Portugal ou dans un pays lusophone pour travailler, développer quelque chose là-bas? J'ai vécu au Brésil, moi, pendant 6 mois, une première fois, 3 mois, et puis 6 mois une deuxième fois. Donc moi, je suis très attaché au Brésil. Le Portugal, pour moi, c'est plus un endroit où j'aime me reposer. C'est la famille. La famille, le repos, un endroit sans travail. Donc pour moi, c'est pas le Portugal. Voilà. Ça, c'est le mois d'août et le mois de juillet. On ne travaille pas. Voilà, où de temps en temps, j'ai la chance de pouvoir faire un petit week-end. Et donc, voilà, j'essaie de me poser, d'aller marcher à la mer, voilà, de profiter, de lire, d'être au calme. Parce que quand on est ici à Paris, à la Tour Eiffel, on est tout le temps dans une forme d'agitation. Je confirme. Et donc il faut savoir ici se reposer, quoi. Et le Brésil, c'est un pays que j'adore aussi. Donc je sais pas, pourquoi pas après la Tour Eiffel. Qui sait? En tout cas, moi, je vais suivre le parcours. Tu as aussi travaillé à la mairie de Paris, longtemps. Paris, en fait, Paris, comme tu disais tout à l'heure, t'étais attiré. Tu savais que tu allais mener une part de ta vie dans cette ville et pour cette ville, du coup. Oui, moi, très jeune, je suis venu à Paris visiter avec un copain. On a pris la carte orange et puis on avait 12 ans. Et alors, la carte orange, pour les plus jeunes qui nous écoutent. C'est l'ancien Pass Navigo. Voilà. Et donc, elle était vraiment orange. Et donc, voilà. je grandissais à Meaux et l'été, si on partait pas ou au mois de juillet, on venait avec un copain à Paris et on venait visiter Paris. Donc, moi, à 12-13 ans, je connaissais bien Paris et j'adorais Paris. À 12-13 ans déjà? Ouais, j'adorais Paris. Et des fois, je me dis, mais si on laissait les gamins de 12-13 ans comme ça tout seuls, mais à l'époque, on laissait, c'était plus simple, je pense. Et voilà, c'est comme ça que j'ai découvert Paris, la Tour Eiffel. Alors, j'étais déjà venu à la Tour Eiffel, parce que quand on avait de la famille qui venait du Portugal, les visites, voilà. Donc moi, je suis venu très jeune, j'ai dû venir la première fois à 6-7 ans à la Tour, avec de la famille. Et puis ensuite, je venais quand même assez régulièrement. Mon père adorait la Tour Eiffel. Et il avait même travaillé sur un chantier à la Tour Eiffel dans les années 70. Et cet été, en rangeant des photos à la maison au Portugal, je suis tombé sur une photo de mon père avec un casque de chantier à la Tour Eiffel. Incroyable. Ce qui est dingue. Tu as découvert la photo cet été? Cet été, exactement. Et quand j'étais étudiant, j'étais au Trocadéro et j'avais une chambre de bonne, petite chambre de bonne de 9 mètres carrés. Et là, j'avais une lucarne qui me donnait directement sur la Tour Eiffel. Donc, il fallait un jour que je devienne le directeur de la Tour Eiffel. Moi, je crois aux signes, moi. Moi, je crois beaucoup aux petits signes. C'était le destin. Voilà. Faut savoir les écouter, mais moi, j'y crois. Et je fais une spéciale dédicace à Odette et elle comprendra pourquoi. Du coup, aujourd'hui, tu as bien voulu me recevoir, accueillir le Frantugues Mag. Talvez podemos também dizer algumas palavras em português. L'année dernière, foi lançada aqui também comment on dit, la saison, a temporada franco-portugaise. C'était aussi un grand honneur que le lancement se fasse ici, e sobretudo para ti, com a dupla nacionalidade, imagino. Sim, tenho a dupla nacionalidade e lançámos aqui mesmo, neste salão, a temporada com os ministros, os oficiais, os embaixadores, e organizamos tudo aqui. Eu estava em direto também na conta Facebook, estava a seguir, porque eu fazia parte então com o Teatro de la Ville des poètes, fazíamos poesia em vários sítios, foi também feito aqui. E foi para mim grande orgulho, imagino, de receber aqui as autoridades e de permitir esta cooperação entre França e Portugal. E hoje em dia, continuas então a ir à Portugal, quando podes. Quels sont, on revient aussi un peu au français, quels sont tes plus beaux souvenirs d'enfance au Portugal, finalement? Est-ce que tu attendais impatiemment le mois d'août? Bien sûr, on attendait les vacances d'abord, et c'était le voyage d'abord. Hein. C'était un périple. C'était l'aventure en voiture? D'abord, c'était l'aventure en voiture. Je veux savoir. Et donc, nous, on n'avait jamais de bonbons ni de gâteaux pendant l'année, mais les parents, ils achetaient des bonbons et des gâteaux pendant le voyage, et là, on avait le droit. Et donc, maman, si tu nous entends. Voilà, donc ça, c'était le voyage qui durait 24 heures ou un peu plus. Le Portugal, et déjà au voyage, c'était
c'était comme une parenthèse de liberté qui s'agrandissait encore plus. Ouais, bien sûr. Et puis on s'arrêtait, les stations-service. C'était un peu le grand voyage de l'année en fait. Nous, on partait une fois dans l'année et on partait tôt le matin. Donc il y avait une forme d'excitation qui était très sympa. Et puis nous, on était dans le sud du Portugal parce qu'on allait direction de l'Alentejo. Et puis à l'époque, les routes, il n'y avait pas forcément des autoroutes. Moi, je me souviens encore que l'autoroute s'arrêtait à Poitiers. Et même pour aller à Bordeaux, etc., il n'y avait pas d'autoroute. Donc aujourd'hui, ce qui paraît simple, c'était pas si simple que ça. Il n'y avait pas la clim. Il n'y avait pas la clim non plus. Donc, et surtout quand on traversait l'Espagne. Donc il y a eu, voilà, c'était une très belle, ça fait des très beaux souvenirs. Et il m'arrive encore de prendre la voiture pour aller au Portugal en voiture parce que ça me rappelle. Faire le voyage, voilà, rappeler. Là, je le fais en m'arrêtant chez des amis qui habitent au Pays Basque. Voilà, mais ça fait partie, c'est un peu ma Madeleine de Proust là. Hein. C'est des beaux souvenirs. Et puis après, c'était voilà la mer. J'allais dans l'Algarve et c'était des très belles périodes. Et puis on retrouvait la famille. Donc voilà, il y avait beaucoup d'amour. Il y avait beaucoup de cousins. Il y avait des bandes. Il y avait des jeux. Alors il y avait des cousins de différents âges en fait. Donc moi j'avais mon groupe de cousins de mon âge mais il y avait surtout beaucoup d'amour entre tous, mes grands-parents que je voyais une fois dans l'année. Voilà, il y a eu toujours beaucoup de cet amour et ces moments de pur bonheur et de sérénité. Et ma mère ne voulait pas cuisiner pendant ses vacances, donc en plus on allait tout le temps au restaurant. Donc, c'était voilà. le moment de liberté aussi pour les mamans. Exactement. Toi, tu parlais, c'était la mer, mais est-ce qu'il y avait aussi un rio? Il y avait un lac dans le village qui s'appelait Tapada. À Tapada. Ouais, à Tapada. Il y avait deux lacs dans le village, Tapada Grande, Tapada Pequena. Et donc aujourd'hui, c'est une grande plage fluviale portugaise qui est très reconnue parce qu'elle est très confortable. Et voilà. Et entre-temps, ils ont ouvert dans le village de mes grands-parents un hôtel 4 étoiles. Et c'est une très très belle région, c'est très beau coin. Il fait juste un peu chaud l'été là. Là maintenant, c'est à la frontière avec l'Espagne, donc ça fait très chaud. Alors moi, j'avoue, je reconnais que le Alentejo, ça reste encore quand même un peu les régions qu'il me reste à vraiment découvrir, que je connais un peu moins. On a un coucou du Luxembourg de Eusébio David. Alors là, n'hésitez pas à partager encore une fois où que vous soyez. Et puis peut-être que bientôt l'émission, mais on aura 20, 30, 40, 50, 100 000 vues. Moi, ce que j'aime bien dans ce mois d'août au Portugal, c'était aussi les fêtes du village. Ouais. Est-ce que toi aussi, la fête du village, qui à l'origine, moi je sais que dans le Nord, au Santo, que l'on fêtait, ne tombait pas pendant le mois d'août, mais comme les villages s'étaient vidés pour venir travailler notamment en France, la population, les fêtes avaient été déplacées et adaptées au mois d'août. Est-ce que toi aussi, c'était au mois d'août les fêtes du village? Ouais, tout à fait. Il y avait la fête du 15 août. Et donc, il y avait deux villages qui se tiraient la bourre, qui étaient en compétition. Côté du mien, il y avait un autre village. Et donc, comme les gens étaient un peu mélangés, parce qu'il y a des couples d'un village et de l'autre, donc c'était à savoir qui allait faire la meilleure fête du 15 août entre le village d'Acorpinto et celui de Minas de Mingus. Alors, tu peux redire? Corpinto. Corpinto. Ouais, Corte de Pinto. Corte de Pinto. Voilà, et Minas de Mingus. C'était la rivalité des deux villages voisins. C'est ça, c'était la rivalité des deux villages voisins pour savoir qui faisait la plus belle fête. Et moi, j'ai toujours aimé danser, donc j'y allais, quoi. J'allais aux deux. En fait, quelle que soit la région, on a ce patrimoine d'histoire en commun. Moi, je fais une spéciale dédicace à le village de mon père, Paramio, mais aussi au village voisin, Vilarinho, avec qui il y avait tout plein d'histoires comme ça. Et ce qui n'empêchait pas des couples de se former et de se marier. Bien sûr. Et aujourd'hui, tout plein de mes cousins sont d'un village ou de l'autre, et ils font un peu là et un peu là-bas. Il y a les parents dans chaque maison, et ils font 2-3 kilomètres et ils vont voir la belle famille. Ouais, c'est comme au Portugal, dans la région où j'étais, bien sûr. Et du coup, aujourd'hui, à la Tour Eiffel, on fête cette année le centenaire de la mort de Gustave Eiffel. Exactement. Donc, c'est tout plein d'événements tout au long de l'année que les gens peuvent venir découvrir, voir aussi sur le programme, le site internet de la Tour Eiffel. Et puis surtout, il y a quelque chose qui arrive d'énorme, de super important, c'est dans un an, c'est les Jeux Olympiques. Ouais, alors il va y avoir les Jeux Olympiques, ça va être... alors il y a la disparition de Gustave Eiffel, donc qui est quand même un génie, puisque la Tour Eiffel, elle a 134 ans, elle ne bouge pas, à l'époque il n'y a pas d'ordinateur, il n'y a pas tout ça, et donc c'est le génie d'un groupe d'ingénieurs qui a permis que la Tour Eiffel
se mettent en place pour l'exposition universelle de 1889. Donc la Tour Eiffel, c'était vraiment le symbole du pavillon français. Donc c'était le pavillon français, puis autour il y avait tous les autres pays. Mais pour montrer la grandeur de la France, on a créé une Tour Eiffel qui devait être démantelée 20 ans plus tard. C'est ce que j'ai appris en fait, il n'y a pas si longtemps que ça. Elle devait être démontée, et puis finalement elle est restée parce que Gustave Eiffel était... Elle avait même été décriée au départ. Ouais, au départ, certains la trouvaient pas très belle, etc. Elle était rouge au départ, donc on la voyait bien. Et puis ensuite, il est allé voir le ministre de la Guerre pour lui demander, en lui disant, vous pouvez mettre des antennes militaires en haut de la Tour Eiffel. Et aujourd'hui, on est passé des antennes militaires aux antennes civiles. Aujourd'hui, à 100 km à la ronde, toute la télé que vous voyez ou toute la radio que vous écoutez, ça passe par la Tour Eiffel. Ça passe par la Tour Eiffel. Et donc finalement, en fait, c'est malheureusement cet événement de la guerre qui peut-être a sauvé du démantèlement. Exactement. Parce que sinon, j'imagine quand même... Et je pense que ça allait coûter cher. Ça allait coûter cher à être démantelé. Donc je pense que c'était un deuxième 330 mètres. Alors à l'époque, c'était 300 mètres. Puis après, elle a grandi il y a 324. Et puis là, on était à 330 depuis l'année dernière. On a rajouté une antenne de 6 mètres. Et donc, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, elle est à 330 mètres depuis l'année dernière. Incroyable. Et pour moi, vous pouvez le dire aussi, hein, mais pour moi, je me dis que la Tour Eiffel, ça a toujours été le côté magique aussi, en plus depuis qu'il y a le scintillement. Qui a... Quand elle scintille le soir, c'est un vrai diamant, elle est magnifique. Donc les amoureux, on a... toutes les heures. Je l'ai fait, la petite balade du soir en romantisme. Voilà, et vous claquez des doigts à 20h et là, la tour se met à scintiller. C'est magique. Voilà. Et là, c'est une nouveauté de l'année 2000 et puis qui devait rester qu'une année, c'est resté parce que c'est tellement beau. Même moi, tous les jours, quand je vois la tour qui scintille, ça me procure une grande émotion. C'est un vrai diamant. Mais c'est incroyable. Du coup, cette tour Eiffel, qui, pour moi, est un endroit magique, mais je pense aussi pour beaucoup de monde, pour toi notamment aussi, on pouvait dire que c'était le phare de Paris, le phare de la France. Aujourd'hui aussi, de plus en plus, le phare de l'Europe, et qui est devenu aussi une œuvre d'art qu'on habille en fonction de certains événements. Bien sûr. Et il y avait eu l'année de la présidence européenne française, pendant un mois, aux couleurs bleues de l'Europe, récemment pour l'Ukraine. En 2016, pendant ce merveilleux championnat d'Europe de football, elle changeait de couleur. Et elle était même, à un moment donné, aux couleurs du Portugal. Quand les équipes gagnaient le match, eh bien, la Tour Eiffel se mettait aux couleurs du Portugal. Et un soir, je me souviens, c'était contre la Pologne. On avait la tour. Alors moi, j'étais pas encore directeur de la Tour Eiffel, mais j'étais venu voir le match à côté. Et j'avais pris, avec beaucoup de fierté, la photo des couleurs du Portugal sur la Tour Eiffel. Ça, moi, je trouve ça assez incroyable que cette œuvre d'art, du coup, continue à grandir et à évoluer surtout. Parce que du coup, j'ai pu faire le tour du propriétaire, comme on dit. Hein. J'ai eu ce petit privilège. Ça se développe. Maintenant, il y a une enceinte de sécurité. Les jardins sont transformés. Moi, par rapport à les toutes premières visites de la Tour Eiffel, ça n'a plus rien à voir. Aujourd'hui, c'est un lieu vraiment incroyable. C'est un très beau lieu qu'il faut continuer à améliorer. Avant les JO, tu parlais des Jeux Olympiques tout à l'heure. Donc là, il faut qu'on peigne la tour, qu'on accélère nos travaux de peinture. Là, on est en train de changer un ascenseur. Donc changer un ascenseur, c'est tous les 60 ans. Et c'est des prototypes à chaque fois. Donc là, on finit notre 5e année de travaux sur l'ascenseur qu'on va avoir en fin d'année. Donc on est très content de le voir arriver. Et puis on va participer aux cérémonies de la Tour Eiffel aussi, hein, donc forcément. J'imagine que vous en parlez, mais tous les jours, on va avoir le défilé des bateaux sur la Seine. Alors ça, c'est confirmé, c'est surtout va se faire l'ouverture. Oui, normalement, on a le défilé des bateaux sur la Seine et ça va s'arrêter devant la Tour Eiffel. Donc ça va être un moment, bien évidemment, très très beau, quoi. Et puis la Tour Eiffel, elle est très élégante. C'est vraiment un symbole d'élégance partout dans le monde et toutes les entreprises cosmétiques, luxe, reprennent la Tour Eiffel parce que quand on est à l'étranger, la Tour Eiffel, c'est vraiment, ça représente la France et l'élégance. Donc voilà, elle est magnifique.
J'ai vu il y a pas longtemps, en faisant mes petites recherches, le clip il est juste génial. Si vous avez l'occasion de le voir, vous allez sur le site d'Air France ou bien alors sur celui de la SED, de la Société d'exploitation de la Tour Eiffel. Le clip pour Air France, il est juste incroyable. On dirait, il fait 2 minutes quasiment. On dirait c'est un mini-film de cinéma. Mais il est merveilleux. Le tournage, le cadrage, enfin, comme je fais de plus en plus de vidéos, je fais de plus en plus attention à ça, mais c'est super beau. Et elle est mise en valeur, c'est incroyable. Ça fait partie de notre stratégie. La Tour Eiffel, c'est la France, et donc on s'est rapproché de certaines grandes marques qui représentent la France. Et donc, bien évidemment, Air France, c'est l'Ascension, comme nous, et donc on s'est rapproché d'eux et on a fait avec eux cette très très belle campagne de publicité. Le film est merveilleux. Enfin, l'image est belle, le film, et du coup ils ont repris les images, voilà, partout. Là, si vous voulez prendre un billet Air France, vous allez voir la Tour Eiffel. Elle est un peu partout aujourd'hui. Donc, et puis on a aussi un partenariat avec Pierre Hermé qui vend maintenant des macarons spéciaux à la Tour Eiffel. Donc c'est aussi une destination gastronomique, la Tour Eiffel, où vous pouvez manger ici à la brasserie, à côté de nous, ou bien au 2e étage, dans un restaurant étoilé. Donc il faut que quand les gens viennent à la Tour Eiffel, il faut que tous les budgets puissent avoir une offre, et ça c'est vraiment important. Et j'ai vu aussi entre guillemets, un coup de jeune avec un tournage d'un clip de rap. Ouais, bien sûr. Mais ça, à la Tour Eiffel, mais quand ils l'ont sorti, ils ont fait un carton parce que personne ne s'attendait à un clip de rap à la Tour Eiffel. Ouais, moi, c'est mes neveux qui me l'ont montré. Ils sont petits parce que je suis pas ce groupe, mais quand même, non, ils ont pas tourné à la Tour Eiffel. Mais si, regarde, tonton. Et en fait, ouais, PNL, à la Tour Eiffel, le clip a fait un carton en 24 heures, je sais plus combien de millions de vues. En fait, il faut savoir faire des petits pas de côté de temps en temps. Et donc là, c'est ce qu'on a fait avec PNL. 200 millions de vues sur YouTube, 200 millions. Et donc moi, moi non plus, je suis pas de la génération du rap, mais il faut toujours être ouvert. Moi, c'est plus IAM, NTM, Bella, voilà. PNL. Mais il faut toujours être ouvert sur la culture. Et là, c'est vrai que c'est le premier groupe de rap français. Et donc, on a travaillé avec eux. Et ça, on est très fiers de ce beau clip. Et voilà. Donc, et là aussi, c'est un moyen d'attirer la jeunesse, de parler à la jeunesse. Donc, c'est important d'attirer la jeunesse pour qu'elle vienne à la Tour Eiffel aussi. Et que, voilà, c'est pas juste un monument pour les touristes, la Tour Eiffel. Ça appartient à tous les Français, voire au monde entier, parce qu'on accueille tout le monde. Et donc, ça, c'était vraiment pour donner un petit coup sur les jeunes. Justement, en direct, il y a Paul qui nous parle, Paula Rodrigues, de ne pas aussi oublier le lien de Gustave Eiffel avec le Portugal. Puisque on en parlait tout à l'heure en off, le fameux pont Dom Luís, qui est à Porto, je crois que c'est un de ses disciples, qui faisait partie de son cabinet, qui a collaboré à la construction, mais lui-même, Gustave Eiffel, avait dessiné le plan. Elle est en train d'en parler du pont qui relie le Portugal à l'Espagne. Il y a aussi ce lien, et tu me parlais aussi de l'ascenseur. Bien sûr, il y a l'ascenseur à Lisbonne, il y a le pont à Porto, et puis le pont entre le Portugal et l'Espagne. Donc effectivement, il a une vraie présence. Il y a aussi là un lien. Il y a un lien exactement très fort entre les deux, et on reconnaît tout de suite l'architecture de Gustave Eiffel avec les arrondis, avec le fer, avec les rivets. Donc on voit tout de suite la touche de Gustave Eiffel. Quand on regarde le pont dans Louis, cette courbe, quand on y repense, si on se met devant la Tour Eiffel, les pieds, on se dit... Exactement, on voit les piliers avec les arcs, et c'est un peu c'est le même arrondi qu'on retrouve en fait. Et du coup, aujourd'hui, toi qui dirige cette... moi, je trouve ça assez incroyable parce qu'il y a une petite formule que tu avais dit que je trouve géniale. Tu diriges, tu disais, une petite entreprise de 400, 800 personnes, donc 1000 si on tient compte vraiment tout le monde, mais qui en fait est plus importante, est plus connue et plus célèbre que plein d'entreprises du CAC 40 où là c'est des milliards et des milliards et des milliards de chiffre d'affaires. Alors elle n'est pas plus importante, mais elle est plus connue que beaucoup d'entreprises, effectivement, parce que partout dans le monde, on connaît la Tour Eiffel. Et même moi, j'étais à un moment donné diplomate au Bangladesh, et quand j'allais dans la campagne au Bangladesh et que je parlais de la France, eh bien on me parlait de la Tour Eiffel et de Zinedine Zidane. Donc le sport, le foot, tu vois, on en parlait tout à l'heure, c'est des icônes qui sont... la Tour Eiffel, c'est une icône universelle. Elle est connue absolument partout. Et quand vous voyagez à l'étranger, quand il y a une affiche sur la France, vous ne pouvez pas louper la Tour Eiffel sur l'affiche.
Et là, je suis allé au Brésil il n'y a pas longtemps. Et en sortant de l'aéroport de São Paulo, eh bien, pouf, j'ai vu la Tour Eiffel dans une affiche publicitaire. Donc, partout, Elle te suit, elle est on a la partout. Tour Eiffel. Partout, elle est partout. Moi, je trouve ça assez incroyable de diriger. En fait, moi, je pense que dans mon enfance, je me disais pas qu'il y avait un directeur, enfin que quelqu'un dirigeait. Dans ma grande naïveté, je pense que moi, dans mon enfance, je me disais, tiens, c'est la Tour Eiffel, c'est comme... Ça fonctionne tout seul. Voilà. Bah non, il faut des équipes pour la faire fonctionner. Il faut des techniciens qui sont formidables pour faire travailler nos ascenseurs, pour réparer la tour, pour l'entretenir, parce la tour, elle a 134 ans, et si elle est toujours là, et si on peut toujours accueillir des visiteurs, c'est parce qu'il y a des personnes qui maintiennent l'état de la tour. Et puis on a des agents d'accueil qui sont formidables, qui parlent plein de langues étrangères, qui accueillent 6 millions de visiteurs par an. Donc, 6 millions par an. Voilà. Donc c'est un gros travail de coordination. Et puis on améliore de plus en plus l'offre. Là, on va bientôt lancer des visites guidées. Donc, vous pourrez prendre sur le site internet une visite avec des guides, et c'est des guides de la Tour Eiffel qui connaissent parfaitement la Tour Eiffel. Où on a lancé une marque de la Tour Eiffel maintenant. Donc quand vous venez dans nos boutiques, vous n'avez plus que des produits chinois, mais vous avez des beaux produits made in France de la Tour Eiffel. Ça, c'est vrai que c'est intéressant et c'est important parce que du coup, sur ces dernières années, depuis que tu diriges, que tu as pris la direction, il y a eu plein de changements, vu tout ce que tu me dis, tout ce qu'on voit. Tu parlais tout à l'heure des couleurs. La signalétique, l'histoire de la Tour Eiffel, je trouve aussi qu'il y a beaucoup changé ces derniers temps là, pour que dès qu'on rentre on passe le sas, on rentre déjà comme dans un musée où on suit un parcours, l'histoire de la Tour Eiffel, quelque chose qu'il n'y avait pas avant. Enfin, il n'y a pas si longtemps que ça en fait. Exactement, en fait, c'est pas juste monter, je prends des photos et je redescends la Tour Eiffel. C'est vraiment une vraie expérience à vivre, c'est vraiment, c'est de profiter. En plus, on part d'une période difficile avec le Covid, tout ce qu'on a connu, c'était compliqué. Et donc ici, c'est un moment de détente, c'est un moment où on peut vraiment s'amuser et profiter. Donc c'est super important d'accueillir nos visiteurs et qu'ils lâchent, ils oublient tout et qu'ils passent un bon moment en famille. C'est notre ambition. Est-ce que dans l'avenir, il y a des projets, je sais pas, moi il y a pas longtemps, un de mes rêves c'était d'aller visiter les pyramides d'Égypte, du Caire. Bon, c'est pas encore fait. Mais du coup, il y a eu le 3... Tu y as été J'y suis allé il y a 25 ans. Il faisait très chaud. Il faisait près de 50 degrés. Je pense que ça vaut le coup, c'est pas grave. Mais c'était très beau, c'est très émouvant. Saqqara, c'est magnifique. Tu as été à Saqqara. Ouais. On pourrait en parler des heures. C'est ma passion, l'histoire en fait. Et du coup, moi, je les ai visités virtuellement en 3D. Est-ce qu'il y a des projets comme ça pour faire voyager dans le monde pour faire découvrir la Tour Eiffel, par exemple, je sais pas, en 3D, en immersion, avec l'évolution de toutes les nouvelles techniques? Bien sûr, là, on travaille beaucoup sur le digital. Donc là, on va lancer bientôt... on travaille avec une entreprise, justement, pour faire exactement ce que tu dis, permettre aux personnes qui viendront jamais à la Tour Eiffel de pouvoir profiter de la Tour Eiffel. Voilà, parce qu'on est à près de 8 milliards d'habitants. Donc chaque année, je reçois 6 millions de visiteurs. Donc je me dis qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent regarder, apprendre sur la tour et pouvoir, grâce au digital, accéder à la tour. Il y a aussi plein de films qui sont tournés. Oui, bien sûr. Il n'y a pas très longtemps au cinéma, sur Gustave Eiffel. En fait, on est dans Le film Eiffel, il n'a pas été tourné à la tour. Du tout ? Non, mais on a travaillé avec eux quand ils ont lancé le film. Ils sont venus le lancer ici même, d'ailleurs, dans cette salle, avec les comédiens Romain Duris, etc. Et puis Emma Mackey. Mais là, on a, par exemple, dans Emily in Paris, la dernière saison, il y a une partie à la Tour Eiffel. On a d'autres séries qui viennent régulièrement. Le film MM2 qui vient de sortir sur les plateformes, c'est aussi tourné à la Tour Eiffel. Donc on a tout le temps des tournages et on a tout le temps des acteurs qui viennent à la Tour Eiffel pour visiter et puis pour des shootings, etc. Donc c'est un endroit où on accueille beaucoup de gens du monde artistique. On est dans un décor de cinéma. Exactement. On évolue dans un décor de cinéma. Oui, et puis la tour, c'est l'amour, ça porte des valeurs importantes. Et donc, ici, moi, par exemple, j'ai tous les jours, des demandes en mariage à la Tour Eiffel. Des gens qui tu m'as dit ça tout à l'heure. On se promène sur les plateformes et puis tout à coup, on voit une femme qui se met à pleurer.
Et en fait, elle se met pas à pleurer puisqu'elle est triste, hein, mais elle se met à pleurer d'émotion parce qu'on la demande en mariage. Donc ça arrive tous les jours, ou dans nos restaurants aussi. Donc il y a une vraie histoire entre l'amour et la Tour Eiffel. Et là, d'ailleurs, pendant la Saint-Valentin, ici, c'est blindé parce que le 14 février, voilà. Donc si vous voulez venir faire plaisir à vos chéris, vous venez à la Saint-Valentin. Vous prenez votre billet, vous prenez une coupe de champagne au sommet et c'est très sympa. Non mais moi j'imagine ça doit être incroyable, de faire une déclaration d'amour et une demande en mariage à la Tour Eiffel, ça doit juste être magique. Il nous reste encore un peu de temps pour l'émission et on arrive bientôt au terme, ça passe super trop vite, j'avais encore plein de questions mais ça va trop vite. On refera une autre émission, José. Mais ce sera avec grand plaisir parce que bon, je vais vous le dire sincèrement, moi quand j'avais contacté, de plus en plus j'essaye de faire grandir le Frantuguais Mag et encore une fois comme j'expliquais à Patrick, de demander à des gens de tous les horizons de participer à cette émission. La dernière, le 39, c'était avec David Moka, mon ami Kediji. Je trouve qu'il fait un métier formidable, qu'il a eu un parcours exceptionnel. J'ai envie de montrer des parcours, des histoires liées à la double culture, mais quel que soit le métier. On parlait tout à l'heure en off, je suis en train de préparer, l'idée est en train de naître, mais j'ai envie de faire un Frantuguais Mag en direct d'un chantier. Parce que moi sans le travail de ces gens-là, qui a été mon premier métier aussi au Black pour mon cousin, pour gagner, avec lequel je me suis payé ma première montre dont j'étais super fier, j'avais 16-17 ans, c'est grâce à ces métiers-là, mon cousin m'avait rayé parce que je me suis adossé contre le mur qui venait d'être peint et ça a pas mal, j'ai laissé mon empreinte. Mais voilà, et quand tu m'as contacté pour me dire ok, au départ j'ai raccroché, j'étais foutu à ma chérie, je dis non, c'est pas le vrai. Aussi, mais en fait, si. Et moi, c'est ce que j'appréciais. Dans la vie, il faut pas se prendre la tête. Il faut juste être soi. Et puis, faut pas se prendre au sérieux. Voilà. On peut faire les choses avec sérieux. Moi, je le fais et je travaille beaucoup. Mais en même temps, j'ai besoin d'avoir des moments de détente. Et j'essaie de faire les choses avec le plus simplement possible. Voilà. Et il faut pas se prendre la tête. Donc, moi, je te remercie. Muito obrigado por ter aceitado o meu convite para participar com todos os ouvintes do Frantuguais Mag. N'hésitez pas à partager l'émission. Si vous la regardez en replay, à la partager sur vos comptes, sur vos pages, à l'envoyer à vos amis pour qu'on soit de plus en plus nombreux à partager toutes ces aventures liées à la double culture France-Portugal. Et puis aussi, pas que. Vous verrez bientôt. C'est les petites surprises. Encore une fois, vous savez jamais qui va être mon invité. On va continuer sur ce rythme-là après mes 2 semaines de repos. Encore 8-10 épisodes avant le mois d'août. Donc vous allez découvrir plein de choses et plein de personnes, plein de métiers différents. La coutume maintenant, c'est à la fin du Frantuguais Mag de laisser la parole à l'invité. Em francês ou em português, tu é que vais decidir o que é que podes dizer. Je tiens juste à vous redonner mes petites dates de tournée. Donc à partir de ce soir, 7 dates exceptionnelles à Paris. Ce soir, c'est quasiment complet, c'est au théâtre Darius Milhaud. C'est là où j'ai démarré il y a 11 ans. 11 ans, j'avais démarré dans ce théâtre qui a 3 salles, dans la plus petite, après je suis passé dans la moyenne, après je suis passé dans la grande. Ce soir, je retourne dans la moyenne, où je vais faire 7 dates, donc il n'y a pas beaucoup de place. Et pour ceux qui viendront, petite primeur, vous allez avoir le test à chaque fois d'un prochain nouveau spectacle qui démarre en septembre. Et donc n'hésitez pas à réserver. Rendez-vous aussi à Toulouse, à Bordeaux, à Talence, à Dijon. Tout ça c'est en tournée, toutes les dates. Les dates se remplissent de plus en plus vite. Grâce à vous, vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre. Muito obrigado. Je sais qu'il y a plein de gens qui me demandent quand c'est-ce que tu viens dans notre ville. Je fais au mieux. On essaie de caler de plus en plus. La tournée grandit, donc on essaie d'aller de plus en plus vite et que ça fonctionne bien. Hola Odette Fernandes qui nous écoute et qui a participé il y a quelques semaines au Frantuguais Mag. Je vais laisser la parole à Patrick, mais encore une fois, un grand obrigado, parce que d'être là, dans cet endroit, que je connais depuis peut-être, mais je sais pas, la première fois, on devait être en primaire quand on est venu en bus scolaire de HR dans le 78, et la première fois où j'avais peut-être 7-8 ans, et j'ai dû faire... Waouh. Et en fait, maintenant, de faire une émission ici... Tu fais ah. Je fais encore plus de ah, et moi je trouve toujours ça magique. Je vais dire un truc aussi, moi, avant de te passer le micro. T'as raison, faut croire en ses rêves et en fait, finalement, ne pas se donner de limites. Je suis en train d'écrire un texte pour Hugo qui va sortir la semaine prochaine en vidéo et qui traite de ça. Muito obrigado. Je vous laisse avec le mot de la fin, avec Patrick. Muito obrigado de m'avoir reçu, de nous avoir accueillis.
Muito obrigado a ti, José, e ainda parabéns com o Hugo. E digo também até breve aos nossos amigos daqui de França, mas também de todo o mundo, do mundo inteiro. E espero brevemente os ver todos aqui na Torre Eiffel. Foi um grande prazer para mim compartilhar este momento com vocês e assim como com as mensagens e foi um momento muito feliz e então não esqueçam de passar, saudar-me quando vier à Torre Eiffel. Um abraço.